Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour de la rédaction SEO. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. Alors pour moi, ce qui est primordial pour écrire un bon texte, c'est de s'adapter par rapport à l'odeur de la SERP. Donc, c'est-à-dire voir ce que les concurrents font, analyser la quantité, la qualité, la mise en forme, le fond, les réponses, l'intention, en fait, tout ce qu'on peut avoir comme données afin de faire mieux sur nos propres textes par rapport aux mots-clés visés. C'est vraiment ça ma règle numéro 1 et c'est ça qui va permettre de faire mieux que les concurrents. Le nombre de mots. Ça veut dire que des fois, 300 mots, c'est mieux que 1000. Parce que la requête, elle attend une réponse concise, elle n'a pas besoin d'un pavé SEO. Puis des fois, il faut expliquer. Donc là, il faut développer. Le plan. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les rédacteurs savent écrire, mais ne savent plus chercher. Toutes les rédactions qu'on sort et qu'on voit ou qu'on peut acheter à droite, à gauche, la réflexion en amont n'est pas assez poussée et elle n'est pas assez documentée. Donc, en fait, on se retrouve avec des contenus de 600 mots, 700, 1000, peu importe, avec une data qui pourrait se résumer en 150 mots. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est le sourcing. Donc, pour moi, la première des bases, c'est clairement d'avoir du sourcing avant même de commencer à écrire et de faire des contenus plus courts. En fait, j'ai l'impression que les contenus longs ne marchent plus. Des contenus plus courts, hyper bien sourcés, avec de la valeur, avec de la data. Et chaque phrase doit amener un complément d'information à celle qui vient avant et à celle qui ira après. Donc, pour moi, c'est clairement le sourcing, c'est la data. Ouais. C'est d'utiliser un vocabulaire précis et qui est vraiment en relation avec le sujet que l'on traite. Moi, je travaille beaucoup avec Your Text Guru et le score de DSEO, en fait, qui est le score d'optimisation sémantique. Ça permet de savoir le vocabulaire attendu et ce dont Google a besoin pour comprendre un sujet. On prend souvent l'exemple de Jaguar, ça marche aussi avec le groupe PNL, ça marche aussi avec Juul et les cigarettes électroniques, le chanteur, et puis bien évidemment le terme commun avocat. Voilà. On n'utilisera pas le même vocabulaire si on parle d'un ou de l'autre des sujets entre le tribunal et le fruit. Ce n'est pas le même vocabulaire. Voilà. Donc, il faut utiliser un vocabulaire qui est précis, qui parle vraiment du sujet. Le plus important dans la rédaction SEO, c'est que le texte remplisse l'objectif pour lequel il a été rédigé. Donc, par exemple, si un texte a été rédigé pour faire plus ranker une page, évidemment, il faut qu'il soit très bien optimisé pour le référencement. S'il a été créé pour convertir les clients, enfin les visiteurs en clients, alors il va falloir qu'il soit très convaincant. Et s'il a été créé pour développer l'image de la marque, alors il faut qu'il soit captivant. Donc voilà, donc ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire avec ton texte et il faut répondre à un de ces 3 objectifs-là. Le plus important pour moi, si je devais citer qu'une chose, ce serait de répondre à l'intention de recherche. Voilà. Quand tu fais de la rédaction de SEO sur un sujet, tu réponds à l'intention de recherche. Donc encore une fois, tu vas checker la SERP et voir quelle est l'intention par rapport à ce qu'on te demande de rédiger. Avoir le corpus valide de Google. Et pour l'avoir, il faut connaître l'historique de la SERP. Ce sont des sites qui n'ont pas bougé dans le temps. Et c'est eux qu'il faut aller un peu s'inspirer, on va dire. Sinon, vous aurez des problèmes avec l'intention et vous allez avoir des problèmes sur le futur. Copier les concurrents. S'il y a le top 3 qui rank, copier leur structure et faire mieux. Ça a toujours été
le conseil que je donne à tous mes rédacteurs, c'est va voir le top 3, tu copies en mieux. C'est-à-dire, si tu as un article de 1500 mots, eh ben, tu copies sa structure et tu en fais 1600, 1700. Et tu fais une meilleure optimisation SEO, sémantique, pardon. Moi, j'utilise Your-Test Guru. Si le gars sur Your-Test Guru est à 86% et 13% en optimisation, eh ben, tu vas faire un 90% et 10% d'optimisation. Ceux qui utilisent Your-Test Guru sauront de quoi je parle. Mais en gros, c'est ça, c'est copier le concurrent et faire mieux, toujours. Et pas chercher, surtout pas chercher à être original. Convenir à l'intention de recherche. C'est pas... Un sujet peut être traité de plein de manières différentes, en fait, sans être hors sujet. Mais justement, dans ces plein de manières différentes, il y a des tendances qui représentent finalement l'intention de recherche. Et ça, Google, il sait bien nous le dire. Tu vois, si typiquement tu attaques des SERP remplis de e-commerce, où tu as 100% e-commerce, et puis que toi, tu veux te positionner avec ton édito, ça peut être très compliqué. Après, si tu te rends compte qu'il n'y a personne qui fait de l'édito sur la thématique, là, ça peut être intéressant parce que là, peut-être que Google en a besoin finalement pour varier. Et il a rempli 100% de e-commerce parce que il a que ça. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps avec un prospect qui vend des billards. Et en fait, il y a plusieurs confrères qui lui ont dit « Ouais, mais en fait, il faudrait faire un e-commerce parce que là, il n'y a que des e-commerce dans la SERP. » Mais en fait, j'ai vérifié, mais il n'y a que des e-commerce. Il n'y a personne qui traite en édito. Donc forcément, oui. Et pourquoi pas ? Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de convenir à l'intention. Après, évidemment, il va y avoir la pertinence du contenu. Mais en général, quand tu as visé la bonne intention, ta rédaction, elle a une pertinence avec un score de 40-45% minimum avec Your-Test Guru. Si tu as un bon rédacteur qui s'est bien renseigné sur le sujet, normalement, naturellement, tu vas être à 45%. Voilà. Par contre, si tu attaques avec ton édito une SERP qui est complètement e-commerce, tu vas être à 15% parce que les pages que Google connaît dans cette thématique sont remplies de produits qui contiennent le mot-clé et qui donc, en fait, c'est quasiment du keyword stuffing, c'est du bourrage de mots-clés. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut faire attention, mais après, la pertinence sémantique de ton texte est importante, mais naturellement, un bon rédacteur va avoir des très bons scores en testant avec Your-Test Guru. Donc, il n'a pas forcément besoin d'utiliser Your-Test Guru. C'est le SEO qui a besoin de vérifier. Aujourd'hui, c'est de répondre à l'intention. Donc, c'est de bien comprendre éventuellement les questions identifier en amont les différentes questions que peuvent se poser aujourd'hui les internautes et d'y répondre. Donc déjà, c'est le fond. On parlait de la forme, mais c'est le fond aujourd'hui qui est important. On n'a qu'à regarder simplement, encore une fois, la SERP parle pour nous, le nombre de réponses qui sont directement affichées dans Google. Quand tu as par exemple ou une P0, où tu vas avoir les FAQ qui ressortent. Ça prouve bien en fait que Google a bien fait le rapprochement entre la question et la réponse. Et quand je disais tout à l'heure, Google n'est plus un moteur de résultats, mais est plutôt un moteur de réponse, c'est vrai. Donc la partie importante dans le contenu, dans la rédaction, c'est déjà d'identifier la question en amont et d'y répondre au mieux. Si je devais résumer, le plus important, c'est que chaque contenu doit être à la fois le plus complet possible pour répondre donc à toutes les attentes des internautes sur le sujet que j'ai choisi pour ma page. Mais aussi, ça peut être paradoxal, il doit être le plus direct et efficace possible parce que l'internaute, il doit absolument trouver ce qu'il cherche, si possible, sans avoir à lire 1000 mots. Voilà. Donc, en fait, il faut être exhaustif, mais faire tout pour que l'internaute il trouve vraiment rapidement ce qu'il venait chercher.
D'ailleurs, parfois, il n'y a pas besoin de 1000 mots. Et une page avec 300 ou 400 mots qui va droit à l'essentiel, elle va être plus efficace qu'une page de 1000 mots parce qu'on rend service à l'internaute. Évidemment, les outils sont là pour faire gagner du temps, mais rien ne vaut effectivement le cerveau et l'analyse avec l'œil d'un humain. Donc, le meilleur outil pour moi, c'est la SERP, mais derrière, on peut se faire aider par des outils qui, eux, vont extraire les 20 premiers concurrents de la SERP et analyser les mots-clés présents dans les pages d'une certaine façon et te sortir ceux qui reviennent le plus souvent et qui sont soi-disant porteurs de sens. Bon, tout le monde ne va pas jusque-là, mais voilà. Mais des fois, des mots-clés porteurs de sens ne veulent rien dire, donc c'est vraiment... Alors, les outils, ça pourrait être UTextGuru, ça pourrait être 1.fr, ça pourrait être SEO Quantum, ça pourrait être, je ne sais pas quoi, SEMJ, pour tous les citer, hein, tu vois. Ça pourrait être Surfer SEO, qui est un carton à l'étranger, mais pas encore en France. Voilà, mais rédige bien déjà, naturellement, regarde un peu ce qui se fait ailleurs et ça va bien se passer. Pour ma part, j'utilise SEMJ. Donc, ceux qui veulent des détails, ils iront sur mon site ou sur les vidéos que j'ai tournées avec eux. D'ailleurs, un webinaire il n'y a pas très longtemps. Là aussi, c'est un outil qui réussit à faire gagner du temps. Donc, ça, j'adore. Par rapport aux autres outils que j'utilisais avant. Par exemple, j'utilisais SEMrush pour ça, mais c'était pas le meilleur. Voilà. SEMJ va être encore plus efficace pour les gros contenus. Pour les grosses pages piliers, dès qu'on est sur vraiment un truc de niche très très précis, il est beaucoup moins efficace, mais ça sera la même chose, je pense, avec d'autres outils. Voilà. Alors moi, j'utilise SEO Observer pour l'historique de la SERP. Comme je te l'ai dit, j'ai besoin de savoir qui rankait depuis des années. Donc pour moi, c'est lui qui a le corpus valide de Google, en fait, de l'intention et en plus le corpus. Et ensuite, on peut utiliser UrTextGuru, qui est une base. Cerveau, tout simplement. Je me mets à la place de l'internaute qui va me lire et je me dis qu'est-ce qu'il aimerait trouver dans le contenu, qu'est-ce qu'il se pose comme question, qu'est-ce qu'il faudrait apporter que les autres n'apportent pas. Et j'essaie de trouver un angle d'attaque un peu différent sur mon contenu pour pas dire toujours la même chose, le guide pour, comparatif de, ou machin versus machin. J'essaye de pourquoi il ne faut surtout pas ceci, ou alors vous souhaitez acheter un ordinateur, vous devez lire mon contenu impérativement avant de l'acheter. Voilà, c'est pour moi le meilleur outil qui existe, c'est réfléchir. SEO Observer. Je dirais UrTextGuru qui est vraiment maintenant l'outil numéro 1 en termes d'entité, de termes proposés. Voilà, juste il faut avoir le budget pour pouvoir se le financer. Mais quelqu'un qui a le budget, je lui propose, mais quelqu'un qui a le budget, je peux que le conseiller d'investir dans un outil performant comme UrTextGuru. Les autres outils de rédaction ne sont pas nécessaires lorsque l'on a UrTextGuru sous la main pour avoir un contexte, un champ lexical, une sémantique parfaite. Si vous êtes débutant, moi je vous recommande plutôt d'utiliser 1.fr qui est assez simple à prendre en main. Et si vous êtes un petit peu plus expert, je vous conseille plutôt de prendre UrTextGuru qui est un petit peu plus complexe à prendre en main. Mais bon, à la fin on y arrive. Mais voilà. UrTextGuru, en fait, c'est un outil qui va aller récupérer les X premiers résultats de la SERP, qui va aller concevoir finalement un dataset basé sur ces textes qu'il a récupérés, des X premiers résultats qui sont positionnés dans Google, et qui va faire une analyse statistique poussée de l'utilisation des termes dans ces différents textes. Et donc te dire, ben voilà, l'ensemble des textes parlent majoritairement de ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là. Donc si toi tu ne l'utilises pas, ben tu vas certainement être à côté de la plaque, donc tu vas être mal compris par Google. Mais Google a l'habitude, en fait, dans ses univers statistiques, de retrouver ces mots-clés-là dans cette thématique-là, pour cette requête-là, etc. Et donc, il faut absolument que tu aies suffisamment de ces termes dans ton texte pour que tu sois crédible, quoi. Et là, derrière, il y a un outil qui permet de vérifier en chiffres, cette fois-ci, sur un graphique, la pertinence de ton texte vis-à-vis de l'ensemble des documents. Donc, tu vas pouvoir mesurer en fait ta production à toi face à l'ensemble de la statistique de la concurrence. UrTextGuru, il y a 1.fr par exemple qui est aussi très bien.
C'est pour t'aider en fait à optimiser un peu ton contenu. Alors Yotex Guru est beaucoup plus avancé. Quoi, moi, je préfère, je suis plus fan. Je suis plus fan entre guillemets de Yotex Guru, mais ouais, des outils sémantiques. Puis t'en as plein qui ont déjà dû voir un peu le jour. À l'époque, on utilisait alice.info qui te donnait aussi pas mal d'informations sur la partie sémantique de ta page. Il y a Samuel Schmidt qui a lancé son Through, THR3U de mémoire, qui te permet de faire une analyse de la SERP, mais avec une partie sémantique aussi. Yotex Guru, il y a Surfer SEO qui marche super bien aux US. En France, certains l'utilisent, mais pour moi, en France, le mieux, ça reste Yotex Guru. Et donc, nous, on a cette méthodologie où on fait nos plans en amont. On est capable de bosser 30 à 45 minutes sur un plan avant même de commencer à rédiger. Mais si elle est bien documentée, si tu sais exactement les sources à aller chercher et les datas à insérer dans ton contenu, le rédacteur, il peut aller très vite. Et même un mauvais rédacteur fera un bien meilleur contenu qu'un très bon rédacteur qui n'a pas bossé son plan. Okay, donc ça, c'est mon premier outil, c'est moi-même. Le deuxième outil pour faire mes plans, alors j'ai découvert là récemment Dobrief. Ok. Dobrief, c'est un petit outil en ligne gratuit qui te permet d'aller scraper les HN des 10 premiers et d'aller choisir dedans pour faire ton plan. Alors, je ne trouve pas que l'ergonomie soit exceptionnelle et le scrap est très long. Donc, moi, perso, j'ai plus mes habitudes avec l'outil Patator SEO de Jérôme Pasquelin, qui est accessible à ceux qui ont pris sa formation et dans lequel, en fait, tu rentres… alors, en gros, SEO Observer. Depuis SEO Observer, donc je prends mes requêtes, j'exporte le top 20, on va dire. Ok, je les fous dans Patator SEO en éliminant ce que je ne veux pas, c'est-à-dire que j'ai sélectionné mes sources en amont. Là, ça va me sortir mes HX, ok, et mes titles. Okay. Et à partir de là, normalement, si tu lis tous les HX de tous ces sites-là, tu dois quasiment connaître le sujet. Et après, tu viens faire ton plan grâce à ça. Donc ça, c'est ma méthodo plan rapide, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Quoi, sur quoi l'outil pour rédiger? Après, bon, moi, mes rédactrices utilisent Antidote, évidemment, pour les corrections orthographiques. Et puis, bien sûr, après, bon, les outils classiques, petite vérification sur Yourtext Guru. Je ne l'utilise pas beaucoup parce que je n'ai pas l'abonnement Yourtext Guru, pour être franc. Après, je suis un vieux de la vieille, donc j'ai un abonnement sur 1.fr de l'époque. Donc, on peut toujours utiliser ça pour faire de l'opti vraiment mots-clés, on va dire. Puis, ça donne des idées, des fois, d'autres choses à rajouter dans ton contenu. Mais pour moi, voilà, le sourcing et le cerveau, il n'y a pas de secret. Alors, bon, évidemment, le bourrage de mots-clés. Voilà, quelqu'un qui a oublié qu'aujourd'hui, on écrit vraiment pour que l'internaute trouve des réponses et on n'écrit pas pour Google, quoi. Ou alors c'est pas sur des pages importantes. Donc, bourrage de mots-clés, vraiment, oubliez-le. C'est vraiment pas ça qui marchera. Les choses à pas faire, quoi d'autre? Finalement, un texte qui répond pas aux attentes de l'internaute. Donc, typiquement, un texte qui a une immense intro. Il a 3 paragraphes, 4, 5 paragraphes, peut-être pour caser de la pub, j'en sais rien, avant que j'arrive enfin à ce que je venais chercher. D'ailleurs, sur les sites médias, ça m'arrive souvent de voir ça et c'est pas une bonne pratique. Et dernière chose que je déconseille fortement, c'est de créer une sorte de tromperie entre ce qu'on trouve dans le contenu et ce qui était annoncé dans le titre. Voilà. Donc, si dans le titre, il y a une sorte de promesse, et bien cette promesse, elle doit être tenue. Et si ce n'est pas le cas, ça va pas marcher, l'internaute va être déçu, il va se barrer du site. Et si c'est trop fréquent, il est possible que l'algo de Google finisse par s'en rendre compte. Bref, on n'est pas dans une bonne spirale. Le duplicate, aujourd'hui, le duplicate peut être
un vrai problème. Alors, ça peut être un vrai problème déjà entre tes différentes pages. Ça peut être un problème quand ton catalogue produit, tu décides de le mettre sur Amazon et tu le mets tel quel avec les mêmes descriptifs où tu t'es cassé les pieds à faire des beaux contenus. En fait, vu qu'on est dans la journée anecdote, je vais te donner une autre anecdote. Alors, cette anecdote, elle date, par contre. Hein. Donc, je dirais année 2007. Donc, ça date un petit peu. Mais à l'époque, pour te dire quand même, malgré tout, j'avais un client qui faisait des recettes de cuisine. Donc, il avait son petit blog, machin, et c'était devenu notre client. Il nous payait pour travailler le SEO de son site à l'époque. Et puis, en fait, son site a bien marché, a bien été visible, et il s'avère en fait qu'il a été contacté directement par Orange, la grosse boîte orange.fr, qui lui a dit « Écoutez, monsieur, on va faire un deal, vous nous filez vos contenus, vous les laissez sur votre site, on les met sur le nôtre, et puis on vous paye pour utiliser vos recettes. » Il a dit « super ». Et en fait, très peu de temps après, Orange l'a mangé. C'est-à-dire qu'en fait, ces pages ne ressortaient plus du tout parce qu'il faisait du duplicate à Orange. Et même si c'était lui initialement qui était le propriétaire et l'écrivain, entre guillemets, ces recettes, quand Google a vu Orange d'un côté, le petit site de l'autre côté, il s'est dit automatiquement, en fait, et c'est là où je trouve que Google n'est pas hyper bon. Alors, on peut jouer avec les balises canoniques, OK, mais je trouve que Google, là où il faut vraiment qu'il progresse, c'est au niveau de la définition, en fait, de la paternité. Parce qu'en fait, il estime par défaut, souvent, en disant c'est le site le plus puissant qui gagne. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le plus puissant, entre guillemets, qui sait casser les pieds et écrire. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore des choses à faire. Alors, bon, certes, il y a des tonnes et des tonnes de pages à crawler, à contrôler. Mais rapidement, tu peux quand même, à mon avis, très bien savoir facilement, en version cache, par exemple, laquelle, en fait, des deux est la plus vieille. Et donc, tout de suite, tu comprends qui a parlé de la première chose avant. Et donc, de donner la paternité, en fait, à cette personne-là. Les patterns dégueulasses de en outre, ça dépend la taille. Suivant vos choix et vos besoins, vous verrez que machin, patin, couffin. Toutes ces merdes qui servent à rien, en fait. Ça, pour moi, c'est à éliminer strictement. Alors, à la base, c'est un pattern de rédaction offshore, on va dire. Parce qu'ils veulent te vendre des mots. Moi, tous nos rédacteurs, je les fais bosser à plein temps, en fait. Donc, je ne les paye plus au mot, je les paye au temps. OK. Donc, à partir de là, j'ai réussi comme ça à éliminer les mots qui ne servent à rien, en fait. Parce qu'ils n'ont pas besoin de les mettre. Et c'est un pattern qu'on retrouve beaucoup avec le contenu généré par Jasper, ex-Jarvis, qu'on utilise des fois, de temps en temps, pour remplir des sites. Ou pareil, si ton plan il est hyper bien travaillé en amont, tu peux faire un super contenu avec Jasper, mais par contre il a toujours cette habitude de te rajouter des patterns de phrases bien dégueulasses, de mots que personne n'utilise dans le langage courant, tu vois, des jonctions de phrases. Moi j'ai horreur de ça, donc c'est clairement le truc que j'élimine. Donc pour moi la chose à ne pas faire, c'est toutes ces phrases longues qui servent à rien, sujet, verbe, complément, listing à l'ancienne, quoi. Alors, les 3 choses pour moi à ne pas faire en rédaction SEO. Premièrement, il y a la suroptimisation. Voilà, il faut savoir se limiter. Il ne faut pas vouloir ajouter le même mot-clé à chaque fois comme ça marchait il y a des années. En 2022, Google a évolué. Maintenant, il faut rajouter du contexte, il faut rajouter des variantes. Il faut avoir un texte qui est assez diversifié. Deuxièmement, je parlerai du mise en forme du contenu parce qu'on s'intéresse beaucoup au fond, mais beaucoup de personnes oublient par rapport à la mise en forme, que ce soit grâce au plugin, au sommaire, même le maillage qui rentre plus ou moins dans une stratégie de contenu, la mise en forme, donc le gras, l'italique, plein de balises comme les blocs codes par exemple. Deuxièmement, je parlerai de la mise en forme de tout le texte, même les liens sont inclus dans cette stratégie-là. Le fond, c'est bien, mais il ne faut pas oublier la mise en forme. Il faut que le contenu soit digérable autant pour l'internaute que pour Google. Donc ça, c'est très important. Et troisièmement, je dirais qu'il faut vraiment s'intéresser aussi, c'est une base, mais beaucoup de personnes oublient qu'un texte, un contenu, c'est comme un livre. Il faut qu'il soit structuré sous forme de chapitres. Et avoir un gros pavé comme ça qui n'est pas mis en forme en plus, ça ne sert à rien. Il faut le mettre en forme, il faut rajouter des chapitres, donc des H2, des H3. Voilà, il faut vraiment le structurer afin que Google comprenne de quoi vous allez parler. Surtout que l'impact de vos H2 et de vos H3 vont permettre d'aller vous positionner sur votre longue traîne. Donc, en fait, vous allez faire effet coup double pour avoir un contenu de qualité qui va se positionner sur votre mot-clé principal et tous les mots-clés à côté qui, à terme, pourront générer plus de trafic que le mot-clé principal ciblé.
Les choses à ne pas faire, la première, c'est de donner des briefs à tes rédacteurs qui soient définis à partir d'un nombre de mots-clés. Hein. Je veux des textes de 800 mots sur tel sujet. Non, c'est pas comme ça. Il faut laisser le rédacteur libre. Évidemment, il faut que ton rédacteur ne fasse pas de plagiat. Idéalement, il faudrait qu'il fasse un travail d'investigation. Mais bon, encore une fois, tout dépend du prix que tu le payes. Hein. Le truc idéal, finalement, ce serait de faire des interviews, des livres blancs, etc., de fournir un contenu expert, mais qui demande beaucoup de ressources. On n'a pas le temps. Donc, voilà. En tout cas, dans les choses à ne pas faire, ne pas brider ses rédacteurs. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en rédaction SEO, c'est du duplicate. Ça, il faut vraiment le bannir, pas seulement parce que c'est mauvais pour votre SEO, mais également parce que ça peut vous engendrer des problèmes juridiques. Et alors, ce qu'il faut éviter aussi absolument, c'est les fautes d'orthographe, c'est les textes illisibles, c'est les textes qui n'ont pas de sens, et aussi les fausses informations. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier des outils qui génèrent du texte et des intelligences artificielles. Vous pouvez les utiliser, mais surtout, mettez au minimum un contrôle humain pour valider que ce qui est raconté dedans n'est pas complètement ubuesque. Parce qu'une intelligence artificielle peut très bien vous raconter tranquillement qu'une tronçonneuse est idéale pour couper une jeune femme. Ouais. Donc, attention, méfiance. De partir d'une feuille vierge et de penser qu'on est un expert et qu'on va être meilleur et du coup, on va ranker tout de suite premier. Je le vois trop souvent, et à chaque fois, on va dire 90% du temps, il se plante. Surtout, ne pas copier du contenu qui existe déjà ou qui est déjà indexé sur Google. Je dis bien indexé sur Google. Pas que vous ne pouvez pas prendre la paternité avec un gros site, c'est que tout simplement, 1, c'est illégal, 2, ça ne se fait pas, c'est pas moral, et 3, vous mettez quand même des bâtons dans les roues quand vous faites ça. Et quand je dis copier du contenu, c'est aussi paraphraser avec les outils de paraphrasing ou de réécriture. C'est un peu la même, on voit dans certaines SERPs que quand Google, il a déjà 50 textes sur comment planter des tomates. Si on lui répète encore la même chose, même un peu reparaphrasé, il aime moins bien que si vous faites encore une fois un contenu novateur qui donne un angle d'attaque, un angle de l'accroche un peu différent. J'ai envie de te dire que trop de mots-clés sur la page, c'est pas bon, mais pas assez, c'est pas bon non plus. Enfin, bien monotype, bien, on va dire, allez, le bon truc à faire, c'est bien être dans ton mot-clé, dans le sujet du mot-clé, dans la spirale du mot-clé, la sémantique du mot-clé, dans ta page. Je dirais penser que ton article, une fois que tu l'as rédigé, c'est terminé et que tu le touches plus. Pour moi, il y a vraiment des petits hacks qui sont la mise à jour des articles chaque année, ou même chaque mois suivant la thématique, mettre à jour un petit peu l'article. Et du coup, en fait, négliger le fait que tu dois mettre à jour ton article. Parce que pour moi, ton article, il va descendre dans les résultats année après année. Et si tu maintiens pas une certaine mise à jour, même si beaucoup ont la flemme, il faut en fait toujours mettre à jour son article et l'optimiser continuellement. Les fautes d'orthographe. Un rédacteur qui se dit rédacteur, qui vend de la rédaction et qui fait des fautes d'orthographe, c'est juste horrible. Et pourtant, il y en a plein. Il y en a beaucoup trop. Donc, non, après, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en rédaction être à côté de la plaque en termes d'intention. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.